Et nous allons voir le chapitre 19, transfert quantique d'énergie. Mais on a vu dans des précédents chapitres que pour échanger de l'énergie sous la forme de chaleur, on tenait compte de trois mécanismes, donc la conduction, la convection et le rayonnement. Et donc on va s'intéresser en fait aujourd'hui au rayonnement. Puisqu'effectivement, les atomes, pour échanger de l'énergie, ont la possibilité en fait de s'envoyer de la lumière, du rayonnement, sous la forme de photons. Alors ça va être des rappels de choses que vous avez vues en première, auxquelles on va rajouter un mécanisme supplémentaire. Donc il faut se rappeler que donc, ce que vous avez vu en première, l'énergie transportée par un photon de fréquence nue peut être reliée à la fréquence par cette formule là. Donc je rappelle que cette lettre ici, hein, c'est la fréquence nue. Là vous avez E, l'énergie, donc la formule à retenir, je pense, c'est E est égal à H nu ici. H étant une constante, la constante de Planck. Donc on voit que l'énergie est proportionnelle à la fréquence. Après, si on se souvient des cours de début d'année, on sait que la relation entre la fréquence, la longueur d'onde et la célérité, c'est par exemple lambda fois f, ou nu dans le cas de la lumière, hein, puisque nu c'est la fréquence pour la lumière, c'est égal à c. Et donc on peut remplacer nu ici par c sur lambda là, ce qui transforme la formule E égale H nu en E est égal à H fois c sur lambda. Donc ce que vous avez dû voir aussi l'an passé, c'est qu'un atome était capable d'absorber ou d'émettre donc de la lumière. Par exemple ici dans le cas de l'absorption, donc on suppose que cette petite onde qui arrive, en fait, il s'agit donc d'une onde d'une certaine fréquence, hein. Et donc, on pourrait calculer l'énergie correspondante, E égale H nu, et bien l'atome va être capable d'absorber cette énergie, mais pour cela, il faut qu'il passe d'un niveau d'énergie bas à un niveau d'énergie plus haut, c'est-à-dire qu'il réalise ce saut énergétique. Alors c'est pour ça qu'on met ici un delta, hein. C'est parce qu'il s'agit d'une variation d'énergie pour l'atome. L'énergie du photon, c'est toujours E est égal à H fois nu. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'atome? Ça veut dire que ces électrons vont voir leur état modifié. Ils vont avoir soit une forme d'orbite qui va être différente, ou alors qui va être plus éloignée du noyau. Alors vous avez aussi la possibilité pour l'atome qui serait dans un niveau d'énergie plus élevé, de redescendre à un niveau d'énergie plus bas. Et comment évacuer ce surplus d'énergie? Eh bien, cette énergie va être évacuée par l'émission d'un photon. Donc on parle d'émission quantique. Et là encore, la variation d'énergie entre ce niveau-là et ce niveau-là donc peut être calculée, c'est delta E. Et on peut le relier à la fréquence du photon par cette relation-là. Voilà, donc les phénomènes d'absorption et d'émission quantique que vous aviez déjà rencontrés l'an passé. Donc si on prend un atome d'hydrogène et qu'on regarde la lumière ici qu'il est capable d'émettre, et ici qu'il est capable d'absorber, eh bien on obtient donc son spectre d'émission, là, et ici son spectre d'absorption. Et on peut le mettre en correspondance avec un diagramme énergétique qui correspond donc aux différents niveaux d'énergie qu'il est capable d'avoir. Donc vous avez vu l'an passé que ces niveaux d'énergie en fait étaient, donc quantifiés, ils correspondent à des niveaux bien précis. D'accord? Ce que je repasse en rouge là, c'est-à-dire que l'atome est capable de prendre tous ces niveaux d'énergie, mais n'est pas capable d'en prendre d'autres. Ce qui fait que les transitions énergétiques qu'il est capable d'avoir sont complètement également déterminées et vont correspondre à des raies de lumière d'une longueur d'onde bien déterminée, puisque si on applique la relation E égale H fois C sur lambda, on a une correspondance entre l'énergie et la longueur d'onde. Alors, par exemple, ici, il est dit que si on veut on voit sur ce diagramme en tout cas que si on veut une émission dans le visible, il faut partir du niveau 2 et par exemple aller au niveau 3. Là, on aura une raie qui sera ici violette, hein. Et si par exemple je pars du niveau, toujours le niveau 2 et que je vais au niveau 6, eh bien j'aurai une possibilité d'avoir une transition qui est représentée par cette flèche ici, hein. Et donc qui est une flèche de couleur qui est ici représentée en rouge, qui correspondra par exemple à cette raie-là. Donc là, la transition qui est représentée par cette flèche rouge ici correspond à une perte d'énergie, donc c'est une émission.
Et pour de l'absorption d'un photon, ben, ça serait la flèche qui serait inverse à celle-là, c'est-à-dire qu'on partirait de là et on irait jusqu'à ce niveau-là. On va voir un nouveau phénomène donc cette année qui est l'émission stimulée. Donc pour que l'émission stimulée puisse se produire, il faut qu'on ait un atome dans un niveau déjà excité, c'est-à-dire que l'atome se situe sur ce niveau déjà excité, d'accord? Et il est donc tout à fait capable de subir une transition pour se désexciter et passer ici à un niveau inférieur. Alors normalement c'est ce qui se produit spontanément, hein, assez rapidement, mais là il se trouve que avant de se désexciter, l'atome reçoit un photon dont l'énergie correspond justement à cette désexcitation. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est que sous l'effet de ce photon, l'atome va se désexciter, et donc il va avoir émission d'un photon qui correspond à cette désexcitation, qui va se superposer au photon précédent, et bien, qui était tout simplement le photon qui arrivait ici. Donc on parle d'émission d'un photon jumeau, parce qu'en fait ces deux photons ont les mêmes caractéristiques, ils ont la même fréquence, la même direction, et ils sont très peu déphasés, donc ce qui donne des bonnes conditions, notamment pour les interférences. Donc une application de l'émission stimulée, c'est le laser. Donc on pourra le découvrir en activité, un petit peu le mécanisme qui permet le fonctionnement du laser. Mais donc on verra que c'est grâce à l'émission stimulée que ça peut se produire. Et en terminale, on vous demandera de connaître les principales caractéristiques du laser que j'ai rappelé ici, hein. Donc le premier point, c'est qu'il est très directif. Donc ça a des applications par exemple en astronomie pour mesurer la distance Terre-Lune. Là on fait faire un aller-retour donc on fait faire un aller-retour à un rayon laser de la Terre à la Lune, et ça permet de déterminer la distance Terre-Lune. Ça n'est possible que parce que le laser est très directif. Ensuite, c'est une lumière qui est monochromatique, donc une variation sur la longueur d'onde qui est très très faible. L'énergie est concentrée sur une faible surface, donc c'est une application, c'est la découpe laser, comme j'ai pu l'illustrer ici. Et puis l'énergie peut aussi être très concentrée dans le temps, et donc à ce moment-là on parle de forte puissance. Alors on peut généraliser un petit peu ce qu'on vient de voir pour les transitions électroniques de l'atome, c'est-à-dire que à des transitions électroniques d'un atome va correspondre des photons d'une certaine longueur d'onde. À d'autres types de transitions vont correspondre des photons plus ou moins énergétiques. Par exemple, si vous prenez l'énergie nucléaire, eh bien on aura affaire non pas à des rayons visibles, mais des rayons gamma beaucoup plus énergétiques. Si vous prenez des vibrations, des transitions énergétiques de type vibrationnel, d'accord, d'une vibration à une autre, et on sera dans les infrarouges, de la même manière pour l'énergie rotationnelle. En ce qui concerne les vibrations et les rotations, on le savait déjà, puisqu'on savait que les spectres infrarouges correspondent aux vibrations des liaisons des molécules. Et puis donc sur ce diagramme correspond aussi là l'énergie électronique qui correspond donc à cette petite frange entre les ultraviolets et les infrarouges, hein, qui correspond au visible. Et donc ça va donner un petit peu plus de souplesse au diagramme énergétique, puisque jusqu'à maintenant on disait qu'on pouvait passer uniquement du niveau 1 au niveau 2, donc soit pour une émission, soit pour une absorption, hein. Et là en fait va se superposer à ces niveaux d'énergie électronique, va se superposer des niveaux d'énergie vibrationnelle. Ce qui signifie qu'en fait on va pouvoir éventuellement absorber un petit peu plus d'énergie, par exemple en montant jusque là. Simplement l'atome ou la molécule, au lieu d'être immobile, elle sera en plus de passer à un niveau d'énergie supplémentaire électronique, elle va être mise en vibration un petit peu plus. Donc ça va permettre d'expliquer qu'on n'absorbe pas une unique longueur d'onde, mais une gamme de longueurs d'onde plutôt qu'une unique longueur d'onde, et ce qui va permettre d'expliquer les spectres d'absorption de bandes. Donc on revient un petit peu sur le diagramme qui est présenté ici, là, et on voit qu'il est gradué de deux façons, soit en énergie, soit en longueur d'onde, et on aurait pu encore rajouter en fréquence, qui va être proportionnelle à l'énergie. Et donc ce que je vous propose en application ici, c'est de montrer la correspondance entre énergie et longueur d'onde. Par exemple, montrer que pour une longueur d'onde de 1 mètre, eh bien, on va bien avoir ici une énergie de 10-6, attention à l'unité, ce sont des électronvolts. Donc, bien écoutez, je vais vous laisser mettre la vidéo en pause pour essayer de montrer cela. Voilà, donc j'espère que vous avez fait le calcul, hein. Donc j'ai utilisé la relation E égale hc sur lambda.
Donc je l'ai écrit de cette manière-là, hein, c'est h fois c divisé par lambda. Si on prend une longueur d'onde de 1 mètre pour simplifier la tâche, hein, donc j'ai simplement reporté ici la constante de Planck, ici la constante, donc la célérité de la lumière dans le vide. J'ai fait le calcul et j'ai trouvé 2 fois 10 puissance moins 25 joules. Donc si on veut passer en électronvolts, sachant qu'un électronvolt correspond à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules, eh bien j'ai simplement divisé ici par 1,6 10 puissance moins 19 la valeur d'un électronvolt. Et on trouve effectivement un 10-6 électronvolts, donc ce qui confirme bien la donnée du graphique qui est ici.